Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. C'est bon, c'est presque prêt. Est-ce que vous êtes là? Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ça a passé une bonne semaine. Ah, tout à l'heure à nous. Monsieur Papy, c'est à nous tout à l'heure. On se voit tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. On va commencer. Attendez, je vais éteindre. Je prends la lumière derrière. Ouais. J'espère que vous allez bien. On va venir tranquillement. Attendez. Oh, Gamali est là. On va appeler tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, comme c'est indiqué en titre, aujourd'hui, ce sera le fiasco de la Ligue des Champions et tout ce que ça va engendrer. Voilà, voilà. Donc, on attend tranquille que ça arrive. Et puis, on va recevoir les invités. Ouais, jeudi, 21h11, tout doucement. Il y a Gamal qui est là. Il va encore envoyer du lourd, comme d'habitude. Vous avez demandé Gamal, il est là. Donc venez, partagez. Dites à vos amis qu'il y a un live spécial fiasco du Stade de France. La finale de Ligue des Champions qui s'est déportée au Stade de France. Bon allez, on va pas attendre. Ça va venir. Quand les gens verront Gamal, ils viendront. J'espère en tout cas. Je compte sur vous. Je peux pas faire deux choses en même temps. Je compte sur vous aussi pour regarder la vidéo. Voilà. On y va tranquillement. 5-6 personnes. Allez. Faut que ça monte un peu plus. Gamal, t'es là? Ça va, ouais. Et toi? Comment vas-tu? Tranquillement, comme d'habitude. Comme d'habitude. On, Ouais, on t'a demandé, tu es là. j'essaye. Ah oui, moi on m'a dit, est-ce qu'il est là ton gars Gamal? J'ai dit, non, pas cette fois-ci. On me dit, ah. Et là, il est là. Ravi toujours de t'avoir sur le live. Je sais que tu es beaucoup sollicité, mais tu trouves toujours un peu de C'est temps gentil. pour nous et pour moi, donc je te remercie. Alors, regarde, tu vois déjà, ça commence. Gamal, c'est le boss. Et oui, c'est le boss. Et oui, et oui. Et vous avez vu un boss, l'honneur qu'il me fait en étant là. Donc, Gamal, comme dirait la police, Oui, Sergi, pardon, un peu, on va parler un peu du fiasco du Stade de France et aussi cette affaire d'État, parce que pour moi, c'est une affaire d'État. Que mm, notre ministre de l'Intérieur, M. Moussa Darmanin, hein, euh, disent il y a 40 000 faux billets après 2800. C'est vraiment du grand n'importe quoi, un bazar sans nom, ce qui s'est déroulé. Et puis aussi, j'aimerais aussi que tu refasses, que tu nous fasses replonger dans le Saint-Denis, dans 93, la proximité des quartiers francs-moisins, la proximité du stade. C'était annoncé, les Anglais, ils aiment bien venir sans billet, festoyer dans les fan zones, etc. Ça, c'était prévisible. Donc, pour moi, il y a trois choses. Il y a une affaire d'État. Il y a, selon moi, aussi ce fait on puisse stigmatiser des quartiers ou une jeunesse toujours identifiée, toujours les mêmes. Et puis après, on glissera tout à l'heure, si tu le permets, sur le jeune garçon, le jeune homme qui a pu proférer des insultes envers la France en se filmant au Stade de France et qui a été sur TPMP faire des excuses, voilà, des excuses de pacotille avec un frérot, Adama, hein, qui a tant bien que mal essayé de protéger, de défendre l'indéfendable. Mais bon, on viendra après. Donc là, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire quand même brosser le tableau un peu de Saint-Denis, de la proximité du Stade de France, de toute cette perpétuelle stigmatisation de cette population. Voilà, je vais te laisser maintenant, je te laisse avec tout ça. d'accord. Donc, bon, je vais commencer par un préalable. Je suis pas du tout un spécialiste de foot. Je m'intéresse qu'au foot africain en règle générale, la Coupe Oui, du Monde. Et la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, le reste, ça m'intéresse pas du tout. Et encore moins l'histoire de clubs européens, c'est pas du tout ma tasse. Mais j'ai quand même une mémoire assez longue pour me rappeler des différentes problématiques qui sont posées par rapport au phénomène du foot anglais en particulier, parce qu'il faut pas oublier que le foot anglais est très violent à l'origine.
Donc, je parle des supporters, évidemment, je parle pas des joueurs. Et donc, ce qui s'est passé au Stade de France, alors moi, comme j'y connais rien en foot, je savais même pas qu'il y avait un match important qui arrivait. C'est dire à quel point je suis à l'ouest. J'ai bien vu des mecs en orange dans la rue et tout, mais je savais pas à quoi ça correspondait parce que j'y connais rien, que je ne regarde pas les matchs. Mais par contre, j'ai vu quand même des mecs très brillants, j'étais sur Paris. J'ai vu qu'on a supprimé des lignes de tramway, des lignes de métro ont été interrompues. Et ça, c'est pas Saint-Denis, c'est Paris. Je dis bien Paris. Il y avait des problèmes à cause des supporters anglais et vraiment anglais. Les Espagnols sont beaucoup plus bon enfant, on dira, mais les Anglais sont plus nerveux. Et donc, faut savoir qui a joué. C'est l'Espagne, évidemment, l'Espagne du Real de Madrid, si je ne me trompe pas, avec comme entraîneur Zidane, avec le joueur vedette Benzema. Donc, c'est pas forcément les gens qu'on aime, tous d'origine algérienne, et qui semble-t-il font record sur record, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Donc Benzema, je sais que c'est l'enfant mal aimé de l'équipe de France parce que on va pas dire qu'il est raciste, mais on va dire qu'il a des réflexes. Le sélectionneur ne voulait pas de lui pour des raisons X ou Y, mais à mon avis, le X, c'est plutôt l'algérianité qui pose des problèmes. Quant à Zidane, c'est l'incontournable parce qu'il a remporté la Coupe du Monde à lui quasiment tout seul, parce que c'est quasiment la star incontestée, parce qu'il a cette humilité qui donne le sentiment que finalement, il n'est pas trop problématique. Et le jour où il met un coup de tête à un joueur italien, à ce moment-là, il redevient algérien. Donc c'est toujours amusant de voir que il est français quand ça gagne, quand ça perd, il est moins sympa. Ça, c'est pour donner les préambules. Donc, par rapport à ça, on a donc deux équipes qui vont s'affronter. Une qui cartonne, semble-t-il. L'autre anglaise qui vient d'une ville. Alors, faut donner le contexte quand même, parce que les gens ne comprennent pas qui sont ces Anglais. Tous les Anglais ne sont pas violents, mais à Liverpool, ville qui correspond au 93 de l'Angleterre, eh bien, c'est une ville de misère sociale, une ville de violence endémique, une ville qui est beaucoup moins droguée à l'époque. Et c'est une ville où la drogue sévissait à fond sous l'époque Thatcher dans les années 80. Et c'est une ville réellement où la désindustrialisation a frappé durement la population et où le taux de chômage a avoisiné les 50% de la population. Donc vous avez une personne sur deux qui faisait rien de sa vie. À l'époque, elle se droguait, elle était violente, ils s'appelaient avec la police, ils s'appelaient entre eux. Il y avait un phénomène de bande qui était assez violent. Et puis surtout, les Anglais, il faut les connaître. Moi, je les connais un peu parce que j'étais quelques fois à Londres. Quand vous frictionnez avec un Anglais, c'est pas comme en France, ça n'a rien à voir. L'Anglais, il considère pas qu'il a affaire parce qu'il est blanc, pas du tout. En France, il y a un complexe du français qui semble-t-il a peur de ce qui est coloré. L'anglais n'a pas peur de la couleur. Il tape. C'est pas parce qu'on est noir ou arabe qu'il va pas taper. Il tapera quand même parce qu'il considère que il a un homme en face de lui. Il n'a pas un noir ou un arabe. C'est pas pareil. Donc le rapport à la violence de l'anglais, c'est un rapport de gentleman quelque part et en même temps de voyou de l'autre. Donc il y a une dimension de délinquance en Angleterre qui n'est pas mise de côté. D'ailleurs, quasiment 100% des prisons anglaises sont quasiment tenues que par des Anglais. Il y a que eux qui rentrent en prison. Donc c'est dire que c'est un problème de paupérisation, de misère sociale. Hein. J'explique que c'est pas une question d'ethnie. Hein. C'est vraiment un problème de population. Et puis l'Angleterre, avec un peuple qui sait qu'il a gagné la Seconde Guerre mondiale, ils sont très fiers. Vous avez ça en face de vous. Vous avez le pays où est né le foot, c'est l'Angleterre qui a inventé le football. Et surtout le pays où est né le hooliganisme, c'est l'Angleterre qui a inventé le phénomène de bande dans les stades hooligan violents. Donc, on a eu plusieurs phénomènes qui se sont reproduits de nombreuses fois dans l'histoire où les stades anglais étaient interdits aux supporters parce que ça finissait sur les actes de violence jusqu'à des morts. On a eu des mouvements de violence très, très marqués à Marseille particulièrement quand l'Angleterre, l'équipe d'Angleterre en Coupe du Monde a été agressée les Tunisiens. Et donc, la conséquence de cette agression, c'est que les Algériens des quartiers nord sont descendus pour taper sur les Anglais. Mais ça s'est vraiment bagarré. Donc, on est sur un phénomène où le sport se mélange avec cette espèce de phénomène de stade classique qu'on pouvait observer dans la Rome antique où c'était à l'époque les jeux qu'on donnait au peuple des gladiateurs. Aujourd'hui, les gladiateurs, c'est les footballeurs. Et ceux qui sont autour, ce sont plutôt eux qui sont gladiateurs et sauvages. Et donc, ce phénomène a toujours existé, malheureusement. C'est amplifié. Cette radicalisation des équipes qu'on observe même entre Paris et Marseille, hein, créer de la violence, on le sait, c'est traditionnel, c'est sans surprise. Donc, quand vous avez deux grandes équipes comme ça qui s'affrontent pour un enjeu européen, alors je sais pas quelle coupe c'est, mais apparemment c'est une grande coupe. Ce que je sais, c'est que ça compte et que c'est un enjeu qui, pour les Anglais, est très important, puisque leurs clubs anglais, semble-t-il, sont bons en foot. Ils n'acceptent pas d'être défaits par un club espagnol, tout simplement. Et il se trouve que ce match ne devait pas être joué en France, mais il devait jouer à Saint-Pétersbourg. La conséquence de la guerre en Ukraine a fait que ça s'est déporté. Alors, si le match avait été à jouer à Saint-Pétersbourg, même l'histoire des billets doublés, ça marchait pas là-bas. Parce que la police russe, elle tape, et elle tape violemment. Ils rigolent pas, les Russes. Quand il y a un problème, la police tape directement. La police française, c'est pas dans la même tradition, c'est autre chose. Il y a des actes de violence, mais elles sont souvent utilisées par des armes, type gaz lacrymogène, type flashball, type même flingue, tout simplement. C'est pas du tout la tradition russe. Les Russes ne tirent pas, ils mettent pas de balles dans les gens, mais par contre, ils massacrent. Quand il y a un problème, ils tapent violemment. Les Anglais, c'est pareil. Les policiers anglais sont pas armés, mais dès qu'ils interviennent, c'est pour taper. Ils prennent leur matraque, ils y vont.
Donc c'est vraiment trois logiques policières différentes et trois pays différents. Alors quand les Russes nous sont sanctionnés, que le match n'est pas joué à Saint-Pétersbourg mais à Saint-Denis, on se dit simplement, bon, bah, on est en France, ça va, on a l'habitude, les grands événements, Coupe du Monde, différentes Jeux Olympiques et autres, ça va, ça fonctionne. Mais le problème, c'est que, et là c'est la FIFA qui est responsable, là maintenant on va retirer la responsabilité des Anglais. La FIFA commet la faute de vendre des billets qui sont imprimables, donc facilement falsifiables. Et les Anglais sont arrivés avec, pour beaucoup d'entre eux, de faux billets, soit consentis, soit simplement des billets qui ont été vendus à la sauvette dans des proportions où on avait des prix qui passaient de 400 euros à je ne sais combien de milliers, 5000 euros. Bref, c'est dire un peu la folie. Alors quand vous arrivez, vous avez à payer un billet très cher, qu'en plus on vous annonce que ce billet est un faux, que c'est surbooké, puisque forcément si vous avez 2 fois le nombre de billets que le stade peut recevoir, c'est surbooké, que l'autre côté espagnol, cette problématique ne s'est pas posée parce que les Espagnols sont avec leurs billets, que les Anglais ont littéralement envahi la France à côté. L'Angleterre, vous êtes à 2 heures de Londres, quand l'Espagne, il faut quand même saper quasiment soit l'avion, soit un train qui va durer 10 heures. Donc quand on a une massification d'une population qui vient pour un match très important, frustré, et à qui on interdit d'entrer dans le stade parce que précisément il y a eu ces histoires de faussaires, de faux billets, ces histoires de magouilles à l'entrée des stades qu'on voit tout le temps, mais surtout de faux billets massifs qui ont été vendus avec des gens qui viennent pour soutenir leur équipe, on peut comprendre, et je l'ai compris, qu'ils aient forcé le passage et qu'ils aient été frustrés parce que les gens qui ont acheté leurs billets en toute confiance, des vrais billets valables, sont interdits de rentrer. C'est vrai que ça énerve n'importe qui, on est humain. Quand on se fait voler, on n'aime pas. C'est normal. Donc, on a un phénomène. Voilà. Il y a donc un phénomène de frustration, interdiction de rentrer au stade, on les balance à l'extérieur. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on est dans le 93. Ce fameux SDF, c'est amusant comme jeu de mots, Stade de France, donc, qui s'installe en plein milieu du 93 dans les quartiers pauvres, qui tutoie. Alors, tout le Stade de France, c'est que les petites zones résidentielles, c'est riche, avec des nouveaux immeubles, mais tout le reste, c'est la misère sociale. Et évidemment, quand vous êtes à deux pas d'un Stade de France, bah, les gens, ils viennent, hein, c'est normal, ils regardent. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des jeunes qui viennent, il y a toujours des petits voyous qui arrivent et qui foutent la pagaille, qui veulent jouer les racketteurs, ça arrive. Mais ça ne serait pas arrivé si les gens étaient rentrés, je parle des supporters anglais, dans le stade. Donc, 2 responsabilités. L'UEFA qui a déliré sur l'histoire des billets, qui a donné la possibilité de faire les falsifications de billets. Les autorités françaises qui ont peut-être pas bien mesuré qu'ils ont en face d'eux des supporters anglais qui sont capables d'être violents, ils l'ont déjà été dans le passé. Et le fait que, comme il n'y a pas assez de place dans le stade, eh bien, il y a des actes de violence qui vont démarrer. Voilà ce qui se passe. Donc, c'était une sorte d'élément détonnant qui devait conduire à de la violence. Après, on a mis l'accent sur quoi? Le 93, comme toujours, c'est toujours eux qui pointent sur la figure, et les quartiers pauvres. Sauf que, et c'est là où c'est intéressant, alors j'invite tous ceux qui connaissent l'anglais et qui s'intéressent à la presse anglaise comme moi, à regarder ce que disait comme le Sun et le Mirror, ce qu'ils ont dit des autorités françaises. Ils n'incriminent pas les jeunes de banlieue du tout. Pas du tout. Hein. Ils incriminent les autorités pour la violence extrême de la police. Voilà ce qui a été dit. Et quand Darmanin va s'expliquer pour dire qu'il y a eu des dérapages, effectivement, qu'il y a peut-être un usage disproportionné de la force, eh bien, il dit pourquoi? Parce que c'est des familles qui ont été gazées, qui ont été frappées, et des gens qui étaient dans la terrasse de café, par exemple, qui n'avaient rien à voir. C'est des gens comme ça qui ont été pris pour cible par la police qui, mal formée qu'elle est, avec des mauvaises habitudes, finit par taper parce qu'ils réfléchissent pas et surtout souvent paniqués. Ils sont en 93, donc ils pensent qu'ils sont à Chicago. Et donc, ça donne quoi? Ça donne une presse internationale qui tire un boulet rouge sur les autorités françaises et leur police. Une presse nationale qui met le paquet sur les quartiers populaires, faisant croire que la problématique se repose sur leur tête, alors qu'ils ne sont qu'une conséquence malheureuse de tout un système qui a été mis en place préalable, de billets non vendus, de gens énervés, frustrés qui n'étaient pas tapés, des Anglais qui sont entrés de force dans le stade et on les comprend, puisqu'on les a volés. Et évidemment, l'extrême droite qui vient rajouter sa petite sauce, alors que c'est des demeurés ahuris qui n'ont pas de cerveau et qui vous expliquent, comme c'est ce guignol de Zemmour, lui qui vit dans le 16e arrondissement. Rappelons que Zemmour vit dans le 16e arrondissement. Il n'a jamais connu la banlieue. Hein. La seule banlieue qu'il a connue, c'est la banlieue communiste où il n'y a pas de délinquance. Hein. Donc Zemmour nous explique son expertise d'incapable parce que lui, il s'est trahi d'ailleurs. Il a dit, il a voulu récupérer un adage connu. Je ne crois que ce que je vois. Lui, il a dit, je ne vois que ce que je crois. Ce qui est grave. Ça signifie qu'il ne veut voir puisqu'il a envie de croire, c'est autre chose. Donc c'est le dogmatisme. Le Pen, pareil, qui sort toujours la même chose. Bref, des gens pas très sérieux qui n'ont jamais vécu. Le Pen dans le 15e arrondissement, c'est une fille de bourgeois aussi. Hein. C'est tous des fils de bourgeois qui vous expliquent ce qu'est la pauvreté et la misère sociale. Eh bien, ces gens-là, évidemment, essaient de défendre difficilement une position française. Darmanin se justifie non pas auprès de la population immigrée ou d'origine immigrée du 93, il aurait bien voulu taper dessus. Il se justifie auprès de la presse internationale parce qu'il se rend bien compte que maintenant on montre la police du doigt à l'étranger. Il se souvient qu'en 2005, il y a eu les émeutes de banlieue et qu'on montrait déjà la police du doigt. Tout ça, ça fait une sorte de cocktail détonnant
pour essayer d'incriminer les gens qui finalement, à part deux, trois tics, il y a toujours des voyous, faut pas rêver. Oui, bien sûr. Ils vont détrousser, taper des abrutis, quoi. Il faut les condamner. Nous devons les condamner là-dessus. Quand il y a un tic qui fout la pagaille, il faut pas hésiter à lui rentrer dedans. Mais on n'essentialise pas. C'est pas parce qu'il y a un voyou quelque part que ça justifie la violence de la police déjà pour commencer, et surtout la violence faite contre les supporters qui eux-mêmes exercent de la violence. Tout ça, c'est pas justifié. Et on rappelle quand même, faut quand même le savoir. On n'est pas en train de parler d'un pays en guerre. On parle d'un match de foot, un truc tout pourri, quoi. C'est pas sérieux, quoi. Et donc, bah oui, un match de foot, se taper pour un match de foot, nous l'Algérie on a été éliminés dans des conditions atroces, pour autant on va pas se taper, c'est ridicule. Faut quand même prendre des proportions. Et donc là, j'ai envie de dire que quand on fait ça, ça démontre plusieurs choses. Ça démontre un niveau d'incompétence crasse de la FIFA qui n'a pas été en mesure, en remplaçant au pied levé la Russie par la France, de donner des directives strictes par rapport à une équipe d'Angleterre qui est peut-être chauffée à blanc, je parle des supporters. Ça démontre que les autorités françaises, bien qu'ayant mis 6800 policiers, n'ont pas été capables d'anticiper ce problème de faux billets qui était déjà entendu. Il y avait déjà des signaux qui étaient envoyés. Donc, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Ça démontre que quand on le fait dans 93, c'est très confortable parce qu'on peut insulter les chaînes de banlieue parce qu'il y en a un qui va faire une bêtise, c'est toute la banlieue. Alors, encore une fois, le racisme est bien en place. Et ça démontre surtout que la France n'est plus prise au sérieux par ses partenaires européens. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour dire que même si on veut montrer du doigt la banlieue, ce qui est complètement ridicule aujourd'hui, c'est difficile à faire entendre. Et puis, je donne un exemple très concret. Au stade, alors j'y connais rien en foot, moi c'est de l'information. Stade Geoffroy Guichard, il y a une finale, c'est pour passer en Ligue 1, je crois, entre Auxerre et Saint-Étienne. Ça se finit par des coups, des violences, et c'est que des Européens, on est à Auxerre, ou Saint-Étienne, je ne sais pas où ils ont joué. Je crois que c'est Auxerre, ils ont joué à Auxerre. Ça se finit par des violences, les flics tapent, bref, le classique habituel, parce que les perdants sont frustrés parce qu'ils sont relégués en Ligue 2, si j'ai bien compris. Ça, on n'en parle pas. Ça, j'ai pas entendu Zemmour dire attention, les Auxerrois ou les Stéphanois sont des violents. Attention, faut peut-être s'occuper de ces verts, ces anciens verts, hein, parce que ils sont un petit peu dangereux. Et puis peut-être qu'ils sont verts, ils sont peut-être musulmans, on ne sait pas. Bref, en se moquant, pour vous dire ça, simplement que quand on est dans une démarche comme ça d'information instantanée et qu'on ne donne pas un contexte global pour essayer de caractériser les faits, de dire pourquoi il y a eu ces violences, et la violence, elle vient d'une frustration d'une équipe dont on s'est fichu, l'équipe d'Angleterre, d'une ville très pauvre, Liverpool, une ville de pouilleux comme dans le 93, avec des gens qui n'ont que ça à s'accrocher pour espérer au moins un peu rêver. Et je comprends qu'on veuille rêver avec le foot, c'est pas un problème. Et à qui on dit vous ne rentrez pas même si vous avez un bon billet. Il faut se mettre à leur place 2 minutes. Moi, j'aurais pas accepté qu'on me mette une barrière sur une porte alors que je suis honnête. Donc tout ça, c'est un cocktail détonnant qui a conduit à de la violence et qui était obligatoire. Et puis vu que les policiers français sont mal formés, évidemment, eh bien, ils tapent sur tout le monde sans réfléchir. C'est méthode américaine. On met des coups partout, on réfléchit pas. Et tout ça pour dire quoi? Qu'on ne doit pas tomber dans le piège. C'est pas parce que les jeunes ont fait des bêtises et ils en font, qui jouent les racailles. Et il y en a aussi, comme partout. C'est pas un endroit particulier, c'est partout. C'est pas parce que ça arrive à la marge qu'il faut dire 93, les jeunes, immigration, machin. Ça, c'est foutage de gueule. La problématique qui s'est posée là-bas et de façon évidente, c'est que les supporters anglais sont connus pour être des gens violents. Pas tous, mais une majorité sont capables de violence parce que malheureusement, c'est une tradition dans le foot anglais, dans les quartiers déshérités. Et que parce qu'il y a cette violence-là, eh bien, on va parler de l'autre violence marginale, peut-être de la banlieue, pour faire semblant de pas voir le vrai problème. La vraie problématique, elle est là. Manque d'organisation, déplacement d'un match d'un endroit à un autre, alors que ça, c'était pas prévu, mise dans un quartier qui est pas forcément très riche, des billets qui sont vendus à la sauvette, littéralement. Et évidemment, un gouvernement qui vient d'arriver et qui a de mauvaises habitudes. Je veux dire, Darmanin est reconduit à ses fonctions. Darmanin, c'est pas non plus une crème en termes de sécurité. Il n'a pas été très bon dans sa mandature. Il démontre encore une fois qu'il n'en est pas capable. Tout ça, c'est des éléments qui conduisent à effectivement ces problématiques. Mais il faut savoir raison garder dans la mesure où on doit dire que d'un côté, il y a un problème d'organisation qui était évident. De l'autre côté, il y a un problème parce que les gens qui allaient au match ont été volés, ont été floués, se sont fait arnaquer et que je comprends leur colère. Et troisième problème, quand vous donnez tous ces éléments comme ça en masse et qu'il y a des jeunes qui débarquent et qui veulent voler ou raqueter ou je sais pas quoi, et ben on leur donne la possibilité de le faire. Et tout ça doit être mis en évidence. C'est-à-dire que c'est pas l'un plus que l'autre, l'un moins que l'autre. Je mets tout au même niveau. Maintenant, de là à parler de banlieue, non. La responsabilité, c'est l'État et les équipes et la violence dans le foot. C'est ça la responsabilité. Le reste, c'est à la marge. Très bien. Très bien, Gamal. Merci. Cette explication et cette corrélation aussi avec Liverpool et Saint-Denis, où effectivement, quand on regarde bien, c'est souvent, tu l'as dit tout à l'heure, le football, il y a beaucoup d'argent.
Mais les footballeurs, ce sont souvent des gens issus des quartiers populaires, voilà, et les supporters, ce sont aussi souvent des prolétaires, des ouvriers, etc. Et effectivement, mettre 3, 400, 2000, 3000 euros dans un billet, c'est le match de l'année. Effectivement, il y avait de quoi, mais il y avait beaucoup d'anglais, il y avait des fan zones, et ça s'est bien déroulé dans l'ensemble, ça s'est bien déroulé. Moi-même, j'en ai vu déambuler du côté de Nation et tout, c'est très bien passé. Mais merci en tout cas pour cette explication. Moi, j'avais une question à te poser, Kamal. Est-ce que ce problème-là, donc ce problème qui est récurrent, qui existe depuis l'existence des banlieues, c'est pas le mal de la société qui a ressurgi. Et le silence d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a bientôt les législatives, on lui a posé la question de savoir s'il pouvait réagir. Et il a dit pas de réaction à ce niveau-là. Ma question c'était dans le sens où est-ce que c'est pas ce fait, cet événement n'est pas le symptôme de la société française actuellement? Alors, c'est pas un symptôme de la société française, c'est un symptôme de la société tout court. On est dans des pays riches qui sont en crise. Quand des pays riches sont en crise, il y a des gens qui sont très riches. Les milliardaires sont de plus en plus riches. On l'a vu avec le Covid, où ils sont enrichis de façon abusive. Et les pauvres sont relégués à un rang au mieux de se maintenir socialement et de pas descendre, ou de descendre. Alors aujourd'hui, malheureusement, les pauvres les plus pauvres descendent. Pourquoi? Pas parce que ils ont moins d'argent en termes de revenus. C'est parce que leurs revenus vont s'amoindrir avec l'inflation qui augmente. Donc leur pouvoir d'achat va se réduire de 5 à 10% cette année. Donc ces pauvres-là, en général, n'ont que très peu de loisirs. Les rares loisirs qu'on leur donne, c'est la télévision, ce qui est pas vraiment un loisir, ou le sport TV, ou le sport en stade. Voilà. Donc ces gens-là se projettent dans les miraculés du football, parce qu'ils ont envie de se reconnaître dans ces footballeurs qui les représentent. Et donc, quand on a ça, il y a un phénomène d'identification, il y a en même temps un phénomène qui a toujours existé de violence dans les stades. Alors, pour qu'il n'y ait pas de violence dans les stades, il ne faut pas qu'il y ait de ça, simplement, mais sauf que la société, depuis l'aube des temps, a toujours eu besoin des jeux, quels que soient les jeux. Je ne parle pas seulement des jeux du cirque qu'on avait à Rome, mais on a toujours eu besoin, par exemple, dans les pays orientaux, c'était la course, les courses de chameaux aux chevaux, c'est des jeux, ça aussi. Tout ça, c'est une façon de se divertir parce que ce qu'il y a de plus dur dans une société, c'est l'ennui. Quand un pays s'ennuie, ça se passe mal. On l'a bien vu avec le Covid. Tous les gens, lambda ou riches, pas riches, machin, tous enfermés chez eux pendant 55 jours, s'ennuyaient profondément. Donc, même le téléviseur ne faisait plus office de distraction. C'était difficile. Netflix n'a pas rempli son office totalement. On a bien compris que des gens vivent très mal cet enfermement. Et donc, c'est vrai que quand les jeux s'expriment, ça traduit à la fois, il peut y avoir des violences dans les stades, on a vu les envahissements, les phénomènes d'envahissement, des footballeurs qui se tapent dessus, qui s'insultent, qui s'invectivent, les propos racistes qui sont tenus, ça arrive souvent malheureusement. Tout ça, c'est juste une sorte de concentration, comme si c'était une sorte de point, comme ça, de ligne de mire, d'une réalité sociale qui est plus large. Ensuite, la société ne devient pas plus violente qu'avant. Ça, c'est un mythe, ça, c'est du baratin. Ça fait plaisir aux journalistes de raconter des histoires, mais il n'y a rien de plus faux. Et je le démontre en 2 minutes. Pour ceux qui regardent, ils vont se rendre compte à quel point on est ridicule. J'entends souvent, par exemple, de la part des musulmans, ah, c'est dur maintenant, c'est dur. Non, c'est pas dur maintenant, c'est facile. Aujourd'hui, pour les musulmans, c'est facile. Il y a des lois qui sont dures, c'est vrai. Ils commencent à taper de plus en plus fort pour empêcher qu'il y ait une expression visible de l'islam. Mais en termes de violence, c'est zéro. Nous, dans ma génération, la violence, on l'a côtoyée au quotidien. Et je vous donne des exemples très concrets. On se faisait tirer dessus dans la rue. Moi, je me suis fait tirer 2 fois dessus dans la rue, à Port-des-Lilas. On se faisait tirer dessus par les anciens fachos de la guerre d'Algérie. On se faisait taper dessus par les flics des anciens fachos de la guerre d'Algérie. On se faisait emmerder par les directeurs d'école, j'en ai connu un qui était un ancien facho de la guerre d'Algérie, un rapatrié. On se faisait taper dessus par les skinheads qui existaient dans la rue, il y en avait beaucoup à l'époque, on n'était pas nombreux nous. Voilà ce qui se passait. Et quand on courait, on ne savait pas s'il fallait s'arrêter parce que c'est la police ou s'il fallait courir parce que c'était les skins. Parce qu'ils étaient souvent, ils arrivaient à 5, 10, 20 personnes avec des barres de baseball. Et moi, j'étais à 2 pas de là où était Bad Skin. Et nous, on n'était pas nombreux, on était 3-4 personnes, il fallait se défendre. Il fallait avoir des armes sur soi, mais quand on se faisait attraper par la police avec un cran d'arrêt ou n'importe quel type d'arme, on était embarqué au commissariat pendant 4 heures, 6 heures. Avec PAB, port d'armes blanches, c'était ça le motif pour nous garder. Et si on n'avait pas d'armes sur soi quand on rencontrait les skins, on se faisait massacrer. Donc il fallait quand même qu'on puisse se défendre. Donc c'est ça qui était les réalités de l'époque. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. On n'est pas en train de se demander si le flic, quand il nous arrête, c'est un skin. On sait que c'est un flic. Il peut être dangereux comme avant, mais c'est pas comme ça. Ensuite, surtout, il y a des centaines de morts par an à l'époque. Par la police d'un côté, on se rappelle très bien qu'il y a eu toujours ce qu'ils appellent des bavures, mais c'est des meurtres. On a vu dans les années 70, par rapport à Marseille, en un an, en 73, une centaine d'Algériens tués. C'était
Je parle pas des policiers. On parle du beauf du coin, qu'on appelait Dupont-la-Joie, qui tirait sur les Algériens. C'est ça qu'on voyait à Marseille, régulièrement. Et quand la marche, on va en parler dans 2 minutes, la marche pour l'égalité des mars, c'est parce que Toumi Djadja, qui est donc un ancien fils de harki en plus, se fait tirer dessus. Et c'est le père de l'Orme, si je ne me trompe pas, qui se rapproche de lui, donc c'est l'église chrétienne, hein, clairement, et qui organise cette marche pour monter jusqu'à Paris. Ils démarrent, ils sont une dizaine, une quinzaine de pèlerins, et puis après, ils arrivent une centaine de personnes à Bastille. On est en 83. Mais à ce moment-là, bon, la gauche arrive au pouvoir, le phénomène est massif, et ils disent quoi? Ils disent, nous sommes contre le racisme et nous voulons l'égalité en droit. C'est ça que disaient ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'on se faisait tirer dessus tout le temps. Moi, je me suis fait tirer dessus, j'ai pris des coups de couteau. C'est ça la réalité qu'on a connue. Aujourd'hui, c'est de la rigolade qu'on dit en réalité. Moi, quand j'entends les jeunes pleurer parce qu'il y a un tag sur une mosquée, je m'éclate de rire. Il y a une mosquée aujourd'hui. Avant, on n'avait pas de mosquée. C'est ça la différence. Ils peuvent taguer sur un mur qui est construit avec une belle mosquée. À l'époque, on n'est pas. Alors, il y a des résistances. Les fachos sont là. Il y a une extrême droite à 42%, c'est vrai, mais enfin, il va pas y bien loin parce qu'ils peuvent pas gagner les élections. Mais surtout, et c'est le plus important, on a un discours anxiogène qui est généré par des médias privés de télévision. N'oubliez jamais que ce sont les médias privés qui font ça, les télévisions d'information continue privées. Vous balancez de la propagande haineuse du matin au soir. Les médias publics ne le font pas. Vous n'aurez jamais sur France Télévisions, sur France 2, par exemple, un journal qui veut dire il faut en finir avec les musulmans. C'est pas possible d'avoir des Pascal propres à France Télévisions, ça n'existe pas. Donc, il faut vraiment faire une distinction entre le public que personne ne regarde et le privé que tout le monde regarde parce que c'est sale. Et donc, aujourd'hui, il y a moins de violence réelle sur le terrain, beaucoup moins de violence. Il y a moins de violence réelle en termes de, on se fait plus tirer dessus comme avant. Il y a plus de skinhead. Il y a plus, quand à l'époque, jusqu'en 95, je crois, 96, vous alliez au stade au stade comme ça au Parc des Princes. Vous vous trompiez de sortie. La COP Boulogne, c'est pas la peine. Vous étiez massacrés à tous les coups. Et moi, les gens se sont fait détruire avec parce que les gars étaient prêts à les tuer, quoi, littéralement. Aujourd'hui, il y a plus, le COP Boulogne n'existe plus. Vous allez au Stade de France, au Parc des Princes, où vous voulez aller, il n'y a aucun problème. Donc c'est pour ça que je dis, il y a une violence qui semble augmenter dans les médias, parce qu'ils mettent la focale dessus, mais qui est en réduction. Et je vais même pousser le bouchon. À part les attentats de 2015, où c'était un massacre sans nom avec l'histoire du Bataclan, où là, les gars, ils sont allés à la mitraillette, enfin, c'était une horreur. Mais à part cet attentat-là, franchement, les attentats en France, ça a toujours existé. C'était massif sous l'époque de l'OAS, dans la guerre d'Algérie. C'était massif après dans les brigades rouges, tout ce qui était mouvement d'extrême gauche. Ça a été massif après dans les années 80 avec la guerre Iran-Irak où les Iraniens ou les Irakiens étaient liés, donc il y avait des attentats à Paris ou les Palestiniens. Ça arrivait souvent rue des Rosiers et d'autres attentats qui ont eu lieu jusqu'en 95 avec l'attentat du RRC. Je suis passé à deux pas de l'attentat. Mais cette massification, à part 2015 qui est un tournant, c'est marginal. En réalité, c'est très marginal. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la violence qu'on voit, on a l'impression qu'elle est plus importante parce qu'on en parle beaucoup, mais elle est beaucoup moins nombreuse. Ça paraît étonnant. Il y a beaucoup moins d'actes de violence qu'avant. C'est une violence qui est beaucoup moins élevée qu'avant. Avant, on tuait facilement. Moi, j'ai combien d'amis qui ont été tués à coups de couteau avec des balles? J'en ai connu plein. Aujourd'hui, des gens qui sont tués, ça arrive, mais c'est pas aussi massif qu'avant. Sauf qu'avant, on n'avait pas les médias pour en parler. Il n'y avait pas cette espèce d'écho. Il n'y avait pas les réseaux sociaux pour en parler, pour augmenter en plus le phénomène. Donc, on avait l'impression que c'était normal. Moi, j'ai connu plein d'amis qui sont morts dans des circonstances comme ça criminelles, mais ça nous paraissait pas surprenant. On s'était habitué à cette violence-là. Donc, on pleurait pas du matin au soir. Un tag sur un mur, on s'en foutait complètement. On en avait un paquet. Ça, l'arabe autour de notre pays, on l'a connu. Mais ça, c'était rien, ça. Alors qu'aujourd'hui, le moindre petit tag, ça devient une catastrophe. La moindre claque dans la figure, ça tout de suite, on fait des pâtes à caisse. J'ai même l'impression que ça me donne, c'est qu'on est devenu tellement pleurnicheur et faible que pour un truc aussi pourri que ça, on en fait des tartines. Non, il faut répondre par de la fierté, il faut répondre par de l'offensive, il faut attaquer en justice, il faut mettre à l'amende, il faut pas hésiter à saisir les autorités, il faut mettre la focale, mais pas en pleurant, hein, en étant offensif. Moi, j'ai encore entendu une vidéo tout à l'heure du CCIF, le gars qui s'est tapé avec un facho, il était pratiquement en train de pleurer devant la caméra. C'est quoi? C'est plus des hommes? C'est quoi ces gens-là? Non, quand on est agressé, il faut rendre les coups. Bon, le gars, il a fait ça, on va l'avoir en justice. Les filles qui n'ont pas été bons, on va les poursuivre avec l'IGPN. Et je prends l'avocat, et je saisis le parquet. On est offensif, il faut arrêter de pleurnicher. Et donc, par rapport à ça, quand on a un discours sale, crasseux par rapport à la banlieue au 93, il faut pas se défendre en disant on n'a pas fait. Non, il faut dire vous avez fait. Vous nous avez concentrés, vous êtes responsables, vous devez payer maintenant. Vos commissions d'instruction doivent être poursuivies parce qu'on veut de la mixité. Il faut leur rentrer dedans. On veut des HLM à Paris. Il y en a marre, c'est HLM pourri en banlieue. C'est ça qu'il faut imposer. Il vous demande de délinquance, vous ouvrez des écoles de commerce, vous ouvrez des écoles de Sciences Po et de ça. Il faut tout ouvrir. Et vous laissez une entrée, vous obligez à ce que ces écoles, certaines d'entre elles sont fachos, obligent un quota parmi les meilleurs d'entre nous. Pas un quota parce qu'on est noir, parce qu'il y a des bons chez nous. Et une fois qu'on arrive dans une posture offensive comme celle-là et pas défensive, quand on leur remet en face leur responsabilité, à ce moment-là, ça devient intéressant et ça devient beaucoup plus, ça bouscule le cocotier plutôt que de pleurnicher, oh, s'il vous plaît, donnez-moi. On n'est pas des mendiants. Non, c'est pas donnez-moi, on prend de force.
On a les mêmes droits que le facho qui est d'en face. On prend de force, on le poursuit, on le démonte. Et donc, c'est ce que je recommande tout le temps. Je dis, la liberté, elle commence d'abord par la dignité, par enlever le nœud, ne pas arrêter de pleurer. C'est pas en pleurant parce que cet imbécile Zemmour dit n'importe quoi. Zemmour, faut le dézinguer. C'est un sombre éditorialiste et c'est un type qui est très peu cultivé, contrairement au sentiment qu'il veut donner. Il n'a pas beaucoup de culture, hein. Il est très orienté, donc il est très limité. Il faut pas hésiter à dire que Zemmour est un incapable, qui ne comprend rien à l'histoire, qu'il a honte de lui-même, c'est un juif honteux, un Algérien honteux, qui fait croire qu'il est berbère alors qu'il n'est pas berbère. Toutes ces bêtises-là, faut les déconstruire. Qui dit que l'Algérie n'existait pas et que le nom Algérie était inventé par la France parce que c'est cet homme qui n'a aucune culture, j'ai déjà dit une fois dans une émission en direct, cet homme qui n'a aucune culture ne sait toujours pas que les mots qui commencent par AL, c'est les mots arabes, hein. Algèbre, alchimie, alcool, Algérie, c'est les mots arabes. Donc Algérie, c'est inventé par les Arabes. Mais ça, il ne le sait pas. Pour vous expliquer, c'est qu'à chaque fois que vous avez en face de vous des gens qui vous agressent, il faut répondre non pas en entendant l'autre jour, on n'est pas des chrétiens, mais de façon offensive sans être énervé. Toujours être très retenu. Il faut être ferme, il faut pas pleurer, il faut regarder en face et il faut réduire la personne qui vous a écrasé ou attaqué ou violenté. Donc c'est comme ça que ça fonctionne et il y a des méthodes et la loi existe. Effectivement, c'est long. Mais la loi, à la fin, vous gagnez, pas de problème, hein. Si vous tenez, il faut cotiser, il faut de la patience, 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que c'est long. Mais à la fin, vous gagnez. Et vous gagnez comment? En écrasant l'adversaire, en l'obligeant à réparer par l'argent. Là, ça devient intéressant. Donc c'est toujours comme ça qu'il faut se positionner. Et quand il y a des propos tenus par des médias privés, bah, ils sont là pour faire de l'argent, ils sont là pour faire du spectacle. C'est pas de l'information. Quand on n'est pas dans les médias d'information, il faut savoir ce que c'est. C'est un média poubelle qui fait pas d'information et puis la propagande. Il faut le prendre pour ce que c'est. Quand un média fait de la propagande, bah, c'est un média de propagande. Donc, faut pas pleurer. Et sur la question de la violence, pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, parce que vous avez posé la question, la violence a toujours existé dans toutes les sociétés. C'est pas d'hier, hein, je veux pas dire de tous les temps, c'est évident. Les sociétés où la violence a été annulée, c'est les sociétés totalitaires. Donc, je sais pas si on rêve dedans. Hein. Sous le nazisme, il n'y a pas de délinquance. C'est vrai. Enfin, sous le nazisme, c'est le nazisme. Sous le bolchevisme, il n'y a pas de délinquance. C'est vrai, c'était sécure. Est-ce qu'on rêve de vivre sous le bolchevisme? Non, il n'y a pas. Après, il y a l'autre alternative. Il y a la barbarie. Chicago, le temple de la spéculation sur les matières premières, c'est la ville la plus dangereuse au monde à l'époque. New York, c'est pareil. Est-ce que ça, c'est un rêve? Ça, c'est pas un rêve non plus. Il faut être capable de vivre dans une société civilisée dans laquelle on vit pas mal, où ce ne soit pas une dictature qui dirige, où le droit est respecté et où ceux qui dérapent doivent être de façon radicale remis sur le droit chemin, mais il faut donner une alternative. Soit il marche droit, soit il est puni. Mais marcher droit, c'est-à-dire donner la possibilité qu'ils puissent travailler, parce qu'il y a des gens qui sont au chômage, par exemple, le laisser travailler. Et s'il y a un type qui continue à être un délinquant, bah, il faut le punir, c'est tout. Mais il n'y a pas à faire dans la pleurniche. Il faut être très pragmatique. Et donc la violence a toujours existé, c'est pas d'hier. Ça fait partie du système social. On est des animaux sociaux, c'est vrai. On est aussi des animaux. Donc les animaux, ils ont tendance on est capable de se taper pour un regard, ce qui est stupide, ça c'est très animalier. On est capable de se taper pour de l'argent, on est capable de se taper pour la fierté, on est capable de se taper pour un match de foot. Et ça, c'est la violence qui est inhérente à l'homme. Ça n'est pas une question d'aujourd'hui, sociale ou française, ça n'a rien à voir. Et quand un pays va mal économiquement et la France ne va pas bien économiquement, bah forcément, ça crée des frustrations. La paupérisation crée encore plus de frustration et la violence est conséquente. C'est la conséquence directe de ça. Quand vous avez des gens frustrés, bah, ils voient des voitures brillantes partout, et ils voient des Champs-Élysées qui sont garnis de montres de luxe. Ils ont envie d'avoir leur part de rêve, c'est normal. C'est dommage, c'est comme ça dans un pays où les frustrations sont entretenues, où on nous met du Varchavski, je parle pas du Varchavski, le truc de, je parle plus comme ça, le diamantaire, ou je sais pas quoi. Enfin, on met tout le luxe français. Ouais, c'est ça. Le luxe à la française, pour faire simplement, LVMH, tout ça. On vous met ça en avant. C'est ça, c'est génial, habillez-vous comme ça, mais vous n'avez pas l'argent. Je veux dire, une famille qui va payer une paire de chaussures Nike 150 € alors qu'ils sont au RSA, je comprends pas. Alors, je comprends pas pourquoi. Pas parce que c'est pas bien d'acheter les Nike à 150 €. Ça, c'est condamnable. C'est nul. On ne doit pas acheter les Nike à 150 €. Mais surtout, on ne doit pas frustrer les gens en leur disant c'est faut prendre Nike, c'est bien. Non, il faut sortir de cette logique-là. Il faut prendre des chaussures à hauteur de ses moyens. Parce que ce qui est bien, c'est d'avoir un cerveau et de réussir dans sa vie, de se développer. C'est pas d'acheter des fringues qui donnent l'impression qu'on est riche alors qu'on est pauvre. Donc ça, c'est des phénomènes qu'on observe souvent. Et non, pas plus de violence qu'avant. Une violence plus visible parce que les médias mettent la focale dessus, mais ça reste très marginal. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé au Stade de France. Est-ce qu'il y a eu un blessé grave? Rien. Est-ce qu'il y a eu des morts? Aucun. À part les interpellations, à part un coup de frustration. Mais vu le niveau de frustration, on est déjà bien content de voir qu'il n'y a pas eu plus de bagarres que ça. Donc non, ça a été mis en avant parce qu'on est en pleine transition politique, parce que peut-être que la gauche risque de l'emporter, on ne sait pas, donc avec une cohabitation potentielle, mais surtout parce que, peut-être, hein, je dis pas sûr, parce que franchement, c'est pas une super gauche, mais surtout parce que la gauche, on a vu la tronche qu'elle a, sur les affiches, c'est que des blancs, hein, donc on a compris l'arnaque. Hein. Mais je disais donc par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est que
on est en transition politique, le pays va pas bien, il y a une crise économique qui est en train d'augmenter graduellement. Déjà, c'est la suite du Covid, donc ça va pas s'arrêter. Et la frustration augmente parce qu'il y a de plus en plus de monde frustré, c'est tout. Un jeune, il n'est pas là pour être enfermé, il est là pour vivre. Et il lui demande d'être enfermé dans le 93. Ben non, il n'a pas envie, je le comprends. Donc tout ça, c'est les réalités. Vous mettez un match comme ça prestigieux dans le 93, il y a Benzema qui joue dedans, si je ne me trompe pas. Tous les mecs de quartier ont envie de le voir jouer. C'est normal, c'est aussi frustrant. Mais ils n'ont pas les moyens de payer un billet à 500 euros, c'est normal aussi. Donc tout ça, c'est des éléments comme ça qui conduisent à des frustrations. La frustration, la paupérisation, le fait d'être condamné à être pauvre, ben ça peut créer des violences, effectivement. Mais ça, c'est partout pareil dans le monde, il n'y a pas de surprise. Ah, super Gamal, merci. Berban Kopp qui dit j'aime bien le discours de ce monsieur. Je suis d'accord. J'aimerais juste, pour finir, donc il y a un jeune garçon, je sais plus comment il s'appelle, Bilal, je crois, qui s'est filmé. Bon, il a profité du désordre pour pouvoir rentrer gratuitement au stade. Ensuite, il a pris son téléphone et il s'est pris un snap. Donc, il a mis un snap avec une géolocalisation du Stade de France, donc tout le monde pouvait voir. Où il a dit ah, je suis rentré, les gens ils payent 7 000, 6 000 euros. Moi, je suis rentré. Ah là là, super la France. Je nique la France. Donc, il a dit ça. Bon, voilà. C'est un jeune qui a pas trop ses papiers, coiffeur. Et ensuite, il allait sur TPMP. Là, je regardais juste avant de commencer, je regardais. Où il a été accompagné donc par Adama Traoré, je crois. Là, je connais. Un chroniqueur. Que moi aussi je suis sur Insta et que je trouve qu'il a des bons combats et tout. Et là, il a été là-bas et il a dit, oui, vous savez, nous en banlieue, on fait ça. Il a cherché des excuses à ce niveau-là. Moi, je voulais savoir, parce que nous aussi, en tant que jeunes, enfin jeunes, plus ou moins jeunes, on a grandi dans les quartiers, cette culture de l'excuse, de la pleurniche, moi, ça me fait mal. Parce que quand on fait quelque chose de mal, donc un méfait, on dit, bon, bah, excusez-moi, j'ai déconné. Mais nous, on cherche tout le temps des excuses. À un moment donné, ça ne nous rend pas service à nous. On combat sur le terrain, aux jeunes de banlieue, aux gens qui ont envie d'essayer. Ça ne nous rend pas service. Et je me mets à la place d'un Français qui, chez lui, dans le Cantal, il voit ça, et il dit, regarde, c'est quoi ça? Déjà, lui, il fait une faute. Et ensuite de cela, il y a un autre énergumène qui vient encore trouver des excuses ou franchement, moi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Et moi, je donne mon avis. Je suis désolé, mais je suis pas d'accord avec ça. Quand on déconne, qu'on soit blanc, noir, chinois, estonien, on dit qu'on déconne. Point barre. Et ça nous rend pas service, ça rend service à personne, ce genre d'attitude. Et d'aller sur TPMP, en plus, là où tous les jeunes regardent, où tous les gens qui n'ont pas envie de lire ou autre, d'emmagasiner de la connaissance, eh ben, ça nous rend pas service. Et moi, je voulais avoir ton point de vue à ce niveau-là. Bah, déjà, je vais parler d'un truc qu'on avait parlé tout à l'heure au téléphone. Je rends hommage à quelqu'un qui a été assassiné par les voltigeurs en 86, que j'ai pas connu directement. Je fais partie des jeunes qui manifestaient à l'époque contre la loi de Baquet, enfin de Baquet au piquet, donc Malik Oussekine. Alors, il se trouve que le film qui a été fait était bien fait, pour le coup. Ouais. Il se trouve que la famille a été consultée, ça n'a pas été un film fantaisiste. Et donc, le frère était du bateau. Il se trouve que l'avant-première a été faite sur Paris avec notre radio, on a participé. Et il se trouve que j'ai connu cette affaire parce que moi-même, c'est l'époque où il y avait beaucoup de délinquance, pas de délinquance, je précise, de délinquance d'extrême droite, hein, pas nous. Nous, on était gentils. C'est en face qui s'est tapé. Et lui, quand il était massacré, c'est un jeune qui était étudiant, qui était promis un bel avenir, qui avait intégré une école, si je ne me trompe pas. Il était entré dans une école dans l'agriculture, si je ne me trompe pas, un truc comme ça, il me semble. Je pense que c'était architecte. Ouais, un truc comme ça. Ou l'ingénieur agricole, je ne me rappelle plus c'est quoi. Bref, c'était une grande école parisienne. Et il avait 16 ans, si je me souviens bien. Donc à l'époque, ils avaient fait une loi dans le but de faire une sélection pour entrer à la fac. En gros, c'est ça. Ils voulaient sectoriser. Ils ont commencé très tôt. C'était un règle de la sectorisation. Et De Vaquet voulait absolument faire une sorte d'école bis. Et on pouvait ne pas, nous, en tant que jeunes de quartier, par exemple, l'intégrer. Bon, moi, j'ai vécu à Paris à ce moment-là, donc j'étais pas vraiment concerné, mais je comprenais très bien ce qu'ils voulaient faire. Et donc, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, on manifestait assez massivement et ça se passait très bien. Bon, tous les jeunes étaient là avec leur micro et tout le reste, mais bon, c'est un mégaphone à l'époque. Et lui, il a été massacré par des racistes policiers. Il faut dire ce que c'était. Ce sont des policiers racistes qui l'ont massacré, qui l'ont assassiné. Alors, c'est un étudiant qui manifestait sans le moindre problème. Pas de casier judiciaire, pas de passif, pas de problème, famille propre. Et là, ça disait des choses. Donc, les voltigeurs avaient été arrêtés à l'époque à cause de cette affaire. C'était à l'époque de Pasqua. Ça a été un scandale d'État. Ça a été une manifestation monstrueuse, des enterrements du type national. Mais bon, ça a cassé un peu le mouvement estudiantin et en même temps, ce meurtre
a complètement fait changer la position. C'est 3 ans après la marche pour l'égalité et contre le racisme. Donc ça a complètement recadré la question du racisme. On était sous Mitterrand, en pleine cohabitation, si je ne me trompe pas. Donc c'était vraiment un problème qui était assez incroyable. Et on se rend bien, bon, il y a les questions de l'éducation, de l'orientation, des jeunes, tout ça, ça commençait à émerger. On n'était pas encore à ce point, mais tout de même, le racisme était là en permanence. Et donc, par rapport à ça, on a aujourd'hui un phénomène qui existe de concentration de population encore plus grosse qu'à l'époque dans les banlieues, de gens qui n'ont pas l'avenir parce qu'ils sont interdits d'aller dans les facs de Paris. Il faut être clair, pour être en fac parisienne, c'est quasiment impossible pour un type de banlieue. On le voit dans les facs poubelles, style Saint-Denis et Villetaneuse, mais on ne veut pas d'eux à Paris. Ou Nanterre parfois. Et il y a donc bien une république à 2 vitesses, une citoyenneté à 2 vitesses, et une organisation de l'échec scolaire massive dans les ZEP. Parce que le but, c'est pas que les gens réussissent, c'est qu'on concentre 30 élèves dans une classe pendant 1 an qui apprend rien. À la fin, forcément, c'est l'échec. Donc, on a organisé un petit peu la précarisation, l'exclusion sociale, les difficultés à s'exprimer. Ils ne savent plus parler en français normalement. Ils sont obligés de parler qu'Alexandre Racaille, quasiment. Quand ils placent un mot depuis 3 syllabes, c'est presque un miracle, ils en sont fiers. C'est comme ça qu'ils ont réussi par la langue à nous exclure. Je parle des jeunes de banlieue à l'époque. Et donc, on a ce phénomène qui existe et effectivement, il y a des frustrations. Encore une fois, je reviens sur les frustrations qui s'expriment. Et quand un jeune qui rentre dans un stade qui n'a pas dessous de cervelle va dire je suis rentré machin, donc il est fier de sa connerie, et dire nique la France derrière. Pourquoi il dit nique la France? D'abord, la France, quand dans sa tête, même s'il n'a pas les mots, c'est le concept de l'État-nation. C'est pas le peuple, il s'en fout du peuple. Il a aucun problème avec le peuple français. C'est l'État-nation. Sauf que là où je rejoins sur un point, c'est que lorsqu'on dit nique la France, faut assumer sa connerie. Moi, je dirais jamais nique la France, que ça ne veut rien dire. Je suis contre l'État impérial français, il n'y a pas de problème, mais je suis pas contre la France en tant que pays, peuple, ça n'a aucun sens, c'est idiot. J'ai un peuple en vote un autre, ils sont pas meilleurs ou plus mauvais qu'un autre peuple, les Français. C'est un peuple qui subit la direction politique. Quand on critique l'État français, c'est bien l'État et les directions qu'on critique, c'est pas la population. La population, elle subit ce qu'on subit. Et donc, quand cet imbécile va dire ça, et c'est un imbécile, sa parole est très limitée parce qu'il n'a pas beaucoup de vocabulaire, et l'expression ultime qu'il a, c'est de dire nique la France. Pour dire je vous ai bien niqué, en gros, c'est ça l'idée. Alors, ça démontre 2 choses. Ça veut dire que c'est un exclu. Il pouvait pas rentrer dans ça parce qu'il n'a pas d'argent, parce que c'est un fauché. C'est un frustré. Il a réussi une petite victoire ridicule et il se filme parce que aujourd'hui, c'est l'instantané. Il faut qu'on se mette en scène avec le téléphone. Et surtout, et c'est là où il est plus ridicule, c'est qu'il tire vers lui la haine qu'il provoque sans même s'en rendre compte. Je crois même pas qu'il se soit rendu compte de ce qu'il a fait, parce qu'il suffit qu'un type un peu influenceur mette son vidéo en avant et c'est bon. C'est tous les gars de banlieue qui pensent comme ça. Et il finit par s'excuser lamentablement dans une émission grand public que je regarde pas. Je vous cache pas que moi je regarde pas la télé, donc je connais pas vraiment cette émission. Je sais que c'est Hanouna qui est à la tête, qui adore ce genre de petits trucs. Hein. Et il vient s'excuser de façon larbine. Alors moi j'ai envie de dire un truc. Quand je vais critiquer quelqu'un, par exemple tout à l'heure j'ai critiqué Zemmour ou Le Pen, je dis que je ferai toute ma vie, je ferai mon possible pour ne jamais être aimé par ces gens-là. Parce que si ces gens m'aiment, c'est que je suis devenu mauvais, tout simplement. C'est que je suis pour la justice, que je suis devenu bête et que je vais adhérer à leurs idées ridicules de losers qui sont incapables de toute façon de diriger quoi que ce soit. C'est ça que je dis. Par contre, je vais pas invectiver un peuple en entier, et dans son entier, c'est ridicule, au motif que je suis frustré et que j'ai une vie pourrie. Ça, c'est ridicule aussi. Je critique le racisme et je serai toujours radical vis-à-vis des instances dirigeantes. Je parle de ceux qui dirigent, que ce soit des RH, politiques, policiers, ceux qui dirigent et qui sont racistes, il faut les combattre sans la moindre concession. Par contre, il faut se montrer exemplaire vis-à-vis du reste de la population, pas pour être meilleur qu'eux, pour être pareil aux autres, faire en sorte qu'on respecte tout, comme tout le monde, nos parents, nos enfants, le citoyen, la vieille dame qui traverse la rue, on l'accompagne, c'est ça qu'il faut montrer. On a vu des images comme ça, il y en a plein de temps en banlieue. Et bien ça, on doit le mettre en avant. Mais quand on dit une bêtise stupide, sans réfléchir, et qu'on va s'excuser comme un larbin, ça c'est intolérable. Il aurait dû, à mon sens, motiver son choix. Je dis pas nique la France et français, je dis nique la France, l'État parce que j'ai rien. De dire c'est l'État que j'attaque. S'il dit c'est l'État que j'attaque, à ce moment-là, il est plus attaquable. C'est très maladroit, c'est vulgaire, mais il n'est pas attaquable parce qu'il critique une institution et beaucoup de Français auraient pu comprendre sa démarche. Sauf que comme cet homme n'a pas de moyens intellectuels pour comprendre ce qu'il dit, comme il réagit comme une bête qui est une bête piquée dans le vif, qui montre qu'il a une frustration et qu'il est cru avoir vaincu alors qu'il n'a pas vaincu, eh ben il finit par se répandre lamentablement comme un rampant. J'ai fait plusieurs débats télévisés où j'ai eu en face de moi des gens qui sont des menteurs, des fourbes, des lâches et des manipulateurs. Et une fois, j'ai eu un type en face de moi, un malade mental, qui a commencé à dire qu'il avait un problème avec l'islam et qui m'a attaqué parce qu'il espérait me piquer dans le vif en me disant, en direct, au journal télévisé, il disait le prophète est un pédophile.
On parlait de l'affaire Milliard, donc rien à voir. Il vient sur le prophète pour m'insulter. Une demi-heure une demi-heure de surf avec la bêtise. J'ai surfé pendant une demi-heure avec un crétin congénital qui se disait journaliste. La journaliste du plateau était très gênée par cette bêtise. Elle a cru que j'allais m'énerver, ce que je n'ai pas fait. Jamais je m'énerve. Certainement pas face à un type que je considère intellectuellement comme inférieur. Ça m'intéresse pas de m'énerver. Je vais pas m'énerver devant un âne qui va jouer l'imbécile, donc ça m'intéresse pas. Mais je lui ai fait comprendre une chose. Je lui ai dit, vous avez un problème avec nous. Vous insultez les musulmans parce que vous êtes un inculte, ça n'y a pas de problème. Vous insultez le prophète parce que vous ne connaissez pas l'histoire. Vous répercutez les propos de l'extrême droite, félicitations. On voit que vos sources sont pas très riches. Hein. C'est ce qu'il y a de plus sale dans l'internet. Donc si on prend les sources sur internet, on n'est pas très cultivé. Et puis après je dis mais pourquoi vous critiquez? Je fais quand la laïcité c'est quoi? Parce qu'il parle de laïcité, c'est l'obsession. J'ai laïcité, elle a fait quoi? Elle a été fondée contre l'Église. Et l'Église s'est couchée devant la laïcité. Voilà ce que je lui ai dit. L'Église s'est soumise. Pour utiliser le terme exact, elle s'est soumise. Et là, il a commencé à dire, ah, comment ça, vous dites devant des millions de téléspectateurs que l'Église s'est soumise? Vous allez dire ça devant, à la télévision? Et j'ai répété, oui, l'Église s'est soumise. Je le répète, si vous n'avez pas bien compris. Elle s'est soumise, elle a accepté la loi, le diktat de l'État. Il y a un problème avec ça? Parce que j'ai pas dérapé. Ce que je dis, je le pense, et je considère, et d'ailleurs, c'est les chrétiens qui ont fini par me dire, oui, c'est vrai, vous avez raison. L'Église s'est effectivement soumise à un diktat qui a été fait en 1905 par la gauche, clairement. Donc, quand on assume ces propos, on est difficilement attaquable. Parce qu'il faut les nourrir, il faut réfléchir. Mais quand on dit je pense ça et je vais jusqu'au bout de ma pensée, le type qui est en face, il va être énervé, mais il peut pas faire grand-chose. Là, le gars, il pensait que j'allais reculer. Non, mais je voulais pas dire que l'Église est soumise. Je dis non seulement j'ai affirmé, mais j'ai encore plus confirmé. Il a dû reculer. Eh bien, c'est comme ça qu'on doit agir. Faut pas s'excuser quand on commet tous des erreurs. Ça arrive. Hein. On n'est pas des saints. Personne. Mais quand on fait une bêtise comme celle-là, il faut la revendiquer en disant j'ai dit une bêtise, c'est vrai, il faut le reconnaître. J'ai dit une connerie, c'est pas ce que je voulais dire, mais je maintiens mon propos sur un point. Et là, il développe. Et à partir du moment où il développe et il motive ça en disant c'est pas le peuple entier machin, mais juste une institution, un système que je trouve unique, à ce moment-là, il gagne son combat. Là, c'est pas ce qu'il a fait. Il a montré qu'il était vulgaire, bête et lâche. Il n'y a pas pire. Et je disais tout à l'heure en préambule, il faut qu'on arrête de pleurer. Il y en a marre de ces attitudes, on prend une claque, on pleure. C'est quoi ça? C'est une plaisanterie. Dans le pays d'origine, ils mouraient par millions. Ils se prenaient des bombes dans la figure. Ici, on prend une claque, on pleure. C'est quoi ces gens-là? Donc là, c'est pareil. Quand le type se fait prendre la main dans le sac et qu'il est bête, qu'il assume. Soit il dit j'ai dit une connerie et je regrette, mais de façon claire en disant parce que je voulais dire ça. Soit il ne le dit pas, ou soit il ne s'excuse pas. Mais s'excuser sur quelque chose, c'est déjà valider le fait qu'il a eu tort. Et valider le fait qu'il a fait n'importe quoi et que c'est un pauvre type. Ben ça, c'est pas acceptable. Moi, je considère que quand on commet une erreur, faut savoir le reconnaître. C'est vrai, on peut reconnaître une erreur, pas en s'excusant, en expliquant pourquoi. Et en expliquant qu'est-ce qui a conduit à ça. Et en rappelant que s'il dit ça aujourd'hui, c'est que peut-être qu'il y a un truc qui dysfonctionne ailleurs. Peut-être qu'il se sent pas français. Peut-être qu'il a été exclu. Là, ça devient intéressant. Et là, on relève le débat. Moi, si je dis, par exemple, qu'on est citoyen de ce pays, mais je me sens pas français, j'ai aucun problème à clamer ma citoyenneté parce que les révolutionnaires français ont fait la révolution pour qu'on soit citoyen, pas français. C'était pas le sujet. C'était la citoyenneté en droit qui était défendue. C'est pas l'ethnie, c'est pas la race, c'est pas la géographie qui était d'ailleurs très changeante. Hein. Parce que pendant 2 siècles, elle a bougé non-stop. Hein. Donc c'est pas le problème. La géographie a tellement bougé que cette France de la Révolution est devenue une France mondiale après quand ils ont colonisé. Donc ça ne veut rien dire ça. Par contre, la citoyenneté, elle n'est pas discutable. Et c'est en ça que je dis aujourd'hui, quand on doit parler de citoyen de ce pays, quelle que soit sa couleur, il faut exercer ses droits de plein droit, le vote donc, respecter la loi, ce qui est obligatoire, puisque c'est le minimum qu'on demande aux citoyens, c'est d'être respectueux de la loi et exercer ses droits. Et ben, si on rentre dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème. Et je considère que tous les jeunes qui vont, comme lui, faire une faute en insultant stupidement un pays, s'il est capable de motiver son explication, ça va. S'il n'est pas capable, qu'il la ferme. Mais qu'il n'aille pas chez Hanouna pour dire excusez-moi, je me repens, je suis un pauvre type. Ça, c'est minable. Il faut assumer comme un homme, c'est tout. Soit il assume son propos, soit il ferme sa bouche définitivement et on ne veut plus le voir. Mais ça, encore une fois, c'est un épiphénomène. Ils aiment bien mettre l'accent sur un imbécile qui dit une connerie, parce que c'est très tendance de dire nique n'importe quoi. Nique la France, nique sa mère, nique les sacs poubelles. Enfin, ils disent n'importe quoi. Ils ont plus de cerveau. Et alors qu'en vérité, ça veut rien dire dans leur bouche. Et il voulait juste dire, parce que je traduis son propos, je suis entré en salle, je vous ai bien eu. Voilà ce qu'il voulait dire. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et je vous ai bien eu, via nique la France. Et c'est là où il est bête. Non, il faut dire, bah, j'ai pas utilisé mon terme. Nous, chez nous, ça veut dire je vous ai bien eu. Voilà. Mais tout ça pour dire que voilà, en substance, moi, je pense que quand on a une posture bête comme celle-là, pour l'assumer, il faut la motiver. Mais bon, malheureusement, ce que je déplore chez ces gars-là, c'est que les capacités cérébrales sont très limitées parce qu'ils n'ont pas été à l'école longtemps, parce qu'on les a exclus, parce que c'est un produit fabriqué de la cité. Et la seule chose que j'espérais, c'est qu'on puisse les ramener, les faire remonter un petit peu, qu'ils reprennent leurs études, qu'ils reprennent une dignité, qu'ils se battent pour s'élever, parce que évidemment, ce pays ne donnera rien, comme tous les pays d'ailleurs, personne ne donne rien à personne. Hein. On ne donne pas, hein, c'est des baratins. Et il faut se battre pour ça. Puis je rappelle une dernière chose, parce que c'est important de le rappeler. J'entends beaucoup d'imbéciles de chez nous dire je remercie la France de m'avoir donné la chance de faire les études. Non, non.
on remercie pas la France. On remercie ses parents qui ont payé les impôts toute l'année avec la TVA pour pouvoir aller à l'école. C'est un droit qu'on a et on n'a pas à remercier. C'est un système qui nous oblige avec les impôts, la TVA, impôt direct et indirect, qui nous oblige à cotiser massivement toute notre vie pour avoir au minimum ce retour que sont les études. Ça s'appelle un minimum. Donc je remercie pas la France. La France, c'est un système qui fonctionne, c'est vrai, mais elle fonctionne sur la cotisation massive de la population. 44 à 50% du budget de l'État, c'est la TVA. Quand vous achetez du pain, vous payez vos droits à aller à l'école. Donc, faut être un peu sérieux là-dessus. On n'a pas à remercier l'État. L'État a un système qui est très dur en matière fiscale, mais ce côté dur en matière fiscale, l'union syndicale, c'est quand même une contrepartie. Ces contreparties, c'est l'hôpital, c'est l'école, c'est les policiers s'ils font bien leur travail. C'est ça la contrepartie. Et on n'a pas à dire merci pour ce qu'on a payé. C'est en ça que je dis aujourd'hui, faut un petit peu de raison. Mais c'est vrai que ces jeunes qui sont complètement perdus, il faut les rattraper, il faut leur donner des cours, il faut les encadrer, faut qu'ils récupèrent une dignité parce que ils ont le sentiment au fond d'eux qu'ils valent rien. Et ça, malheureusement, c'est un phénomène que j'appelle la culture de l'échec qui est massif parce qu'il n'y a pas de modèles qui sont montrés à ces jeunes-là. Parce que même dans les élections, on est interdit de participer quasiment et que les rares fois où on existe parce qu'on est nommé par l'État. Ce qui est quand même très grave. Hein. Je parle de Ramaya, de Fadel Amara et toutes ces collections de personnes. C'est des gens qui ont été nommés, pas qui ont été élus. Donc ça, c'est un vrai problème de représentativité. Mais il faut vraiment rappeler à ces jeunes qu'ils ont une valeur, qu'il faut se battre pour réussir et que cette valeur, il faut la révéler. Il faut du temps pour comprendre ce qu'on vaut dans la vie. Ça se fait pas en 5 minutes et certainement pas en insultant comme elle a décidé dans un stade avec un téléphone portable. Ça, c'est ridicule. Merci, Gamal. Non, franchement, là, on est parti du Stade de France, on est parti en Angleterre, on a fait un flashback dans les années 70. Ah, franchement, c'était royal. Merci à toi d'avoir pris du temps. Là, ça fait une petite heure. Je t'avais dit 30 minutes. Comme d'habitude, j'abuse des bonnes choses. Hein. Mais je te remercie infiniment. Parce que je sais qu'à chaque fois, on envoie des textos, est-ce que vous avez des petites questions pour Gamal rapidement, avant qu'il ne s'envole dans d'autres sujets comme la team Rocket? Est-ce que vous avez des petites questions pour Gamal rapidement, hein? Lorsqu'on dit la vérité sur l'histoire, la dignité reviendra. Exactement. Il y a aussi Urban Cop qui dit je valide à 100%. Qu'est-ce qui a été dit exactement? Je valide, pas faux. Voilà. J'aime bien le discours de ce monsieur. Bon, voilà, on valide, hein, on valide. Hein, tout le monde valide ce discours de plein de sincérité et de punch. C'est ça qu'il nous faut aussi, du punch dans nos études, dans notre valeur, notre authenticité. Belle qui dit valider. C'est important aussi d'avoir des bons modèles. Parce qu'on parle de Benzema, effectivement Benzema c'est le meilleur joueur au monde en ce moment, et de savoir qu'il est à 900 mètres de là où je suis en train de fumer ma cigarette, ça donne des envies. Et c'est des petits jeunes qui n'ont pas forcément. Alors dommage que Gamal ne puisse pas céder sur les grandes chaînes d'information aux heures de grande écoute. Si seulement. Et ben justement, on est en train de voir pour que les vrais soient voilà, un gars comme Gamal. Vous le mettez à TPMP ou je ne sais quoi. Ce qu'il est en train de dire là, ici, là, nous, on est 12, 13, 14, 15, on était jusqu'à 20 personnes. C'est pas dans l'intérêt des gens d'éveiller les consciences. Ils préfèrent que des imbéciles ils viennent, Nicolas Boutsa, la France. C'est ça aussi. Il faut que nous, on puisse donner aussi à ce genre de personnes comme Gamal, on lui donne comme il disait déjà, on lui donne de la force, du soutien pour qu'il puisse valider, donner ses idées à un plus grand nombre. Un petit rappel, quand on a fait le live sur la Palestine, Israël, sache que pendant 48 heures, j'ai été bloqué. Ah ouais. Ah oui, eh ben oui. C'est pas du fake. Donc, c'est aussi, quand tu disais tout à l'heure par rapport au système scolaire, c'est de limiter les gens, de les laisser avec du pain, des jeux, avec du rap à foison, des cigarettes à foison, de la drogue à foison, de l'alcool à foison, une hypersexualité à foison. Enfin, il faut comprendre qu'on est face à un ennemi qui nous empêche, qui veut qu'on reste dans nos quartiers, qu'on reste dans nos petits métiers. J'ai beaucoup de respect pour tous les métiers, mais on veut le meilleur pour nos enfants. C'est ça. Bien sûr, absolument. Et donc du coup, l'intervention que tu viens de citer là, c'est s'il y avait autant de sincérité dans la bouche des puissants, des cœurs et des peuples seraient apaisés. Eh oui.
Mais je vous invite aussi à suivre Gamal. Bon, t'es pas trop actif sur les réseaux, toi. T'es plus sur les chaînes. Tu peux nous rappeler sur quelle chaîne tu interviens et c'est quelle Oui, radio? bon, je suis permanent, chroniqueur permanent sur France Maghreb 2, tous les lundis, de 16h à 18h. Tous les mercredis soirs, je suis de 19 à 20h sur Beurre FM. Ensuite, je suis une fois par semaine sur AL24 News, donc c'est la chaîne algérienne internationale. Donc là, il m'invite quasiment une à deux fois par semaine. Là, je refuse une invitation hier, mais sinon, en général, j'y suis. Je suis en chroniqueur permanent, enfin intervenant permanent sur Afrique Média, donc c'est un média panafricain qui est diffusé sur tous les réseaux possibles imaginables, c'est des millions de personnes. Je suis aussi intervenant sur Marlabia, ARTV, sur Canal Algérie, sur Al Jazeera. Et là, j'ai de très bons copains là-bas. Énormément sur RT France, j'ai fait beaucoup d'interventions. Et là, il y a RT Afrique qui arrive, donc ils vont pas tarder à m'inviter. RT Arabique aussi, je suis intervenu. J'intervenais sur quelques médias anglais. J'ai fait quoi? J'ai fait un média en Arabie Saoudite aussi, une fois, Arabia. J'interviens quelques fois sur les médias arabes, mais particulièrement c'est l'Algérie sur lequel je suis plus implanté et l'Afrique. C'est là où vraiment je suis extrêmement sollicité. Il y a 3 médias africains actuellement qui m'appellent en permanence. Je fais une dizaine d'interventions par semaine quasiment. Et en règle générale, ça se passe bien parce que j'ai un discours plutôt, j'essaie d'avoir un discours motivant, fédérateur, où on sort des clivages entre nous parce que les Africains ont tendance à faire des clivages que je refuse. Donc ça, c'est un travail qui est fait. C'est dommage. Ils croient que la couleur de peau fait le continent, ce qui est ridicule aussi, mais bon, ça, c'est encore le débat. Donc j'interviens là-dessus pour essayer de proposer une alternative à ce travail de destruction et de division que les Européens ont essayé de mettre en place en Afrique. D'accord. Et la chaîne russe, c'est terminé ça? Non, c'est pas terminé. C'est que là, ils sont suspendus. J'étais encore hier avec un producteur de RT. Il y a une des réalisatrices. Ils sont toujours payés. Ils viennent d'ouvrir Afrique. Alors ils savent pas où ils vont se placer exactement, mais c'est déjà actif sur Facebook, RT Afrique. Et ils sont suspendus. Ça veut dire que von der Leyen, la responsable européenne, qui est une malade mentale, c'est une Allemande, mais elle est vraiment giclée, a demandé la suspension de la chaîne. Elle peut pas l'interdire parce que c'est interdit par la loi. Elle peut pas interdire une chaîne sans motivation réelle et sérieuse. Donc comme ils n'ont pas enfreint de règles de droit, ils ne peuvent que les suspendre à cause du conflit en Ukraine. Il est fort probable, puisque le rapport de force est très favorable aux Russes, que la guerre va s'arrêter dans pas longtemps et qu'ils soient obligés de réouvrir le réseau RT. Donc RT ont déjà prévu l'alternative, c'est l'Afrique francophone. Donc RT Afrique est actif, mais il est probable qu'ils ont toujours un bureau à Paris et ça bouge pas. Moi, j'y allais tout le temps là-bas. J'ai fait ma dernière télévision, c'est 2 semaines avant l'interdiction de RT. Je soutiens toujours c'est beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis là-bas parce qu'il y a beaucoup de gens d'origine africaine et nord-africaine. Donc j'ai gardé mes relations avec eux. J'ai soutenu la directrice de la chaîne qui était menacée de mort de nombreuses reprises. Mais je pense qu'ils vont revenir haut la main, j'espère, et qu'on aura enfin un retour d'un petit peu de liberté d'expression parce que franchement, les opérations de propagande obsessionnelles des chaînes de télévision actuellement sont quand même inquiétantes. Ça c'est indéniable. Alors il y avait Fab qui avait une petite question. Bah vas-y, pose-la vite, mon ami Fab. Avant que Gamal, j'ai une question. Bah ouais, mais si tu la poses pas, mon grand. Alors, en réalité, sur la guerre en Ukraine, est-ce que c'est hors sujet? Ouh. C'est quoi la question? J'ai pas compris. Alors, en réalité, la guerre en Ukraine, est-ce que c'est hors sujet? Il pose une question sur la guerre en Ukraine. Mais il veut savoir quoi? Parce que hors sujet, j'ai pas compris. Il veut dire quoi? C'est quoi que tu veux savoir? Rapidement, Fab, si tu peux. Alors, la question. Ah non, mais il n'a pas posé de question. Il veut poser une question sur la guerre en Ukraine, mais. Ah, il veut dire que c'est hors sujet par rapport à ce dont on a parlé, oui. Oui, on n'est pas sur le sujet, mais on parlait des médias et de l'interaction. Oui, des médias, ouais, tu peux la poser la question. Si elle est rapidement posée, tu peux y aller. Mais j'allais dire. Alors, je voudrais dire les vrais problèmes sur le problème ukrainien et russe. Les vrais problèmes, c'est le problème ukrainien et russe. Alors, en fait, l'Ukraine est un melting pot du peuple qui se faisait déjà la guerre. Ça, c'est tout à fait exact. L'Ukraine, c'est pas un peuple, contrairement à l'idée reçue. Bon, ça, je renvoie n'importe qui à vérifier. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet. L'Ukraine est constituée de dizaines de peuples différents. Ça a été constitué il y a très longtemps. On parle de la ville de Kiev par des Russes. Ça met la rage à tout le monde. Ils font croire que c'est des Vikings, mais c'est pas vrai. Ce sont des Russes qu'on appelait le pays des Rousses. Rousse, c'est dérivé de russe. Donc, ça a été constitué par les Russes, je parle de Kiev, mais l'Ukraine n'est pas russe. L'Ukraine, c'est plusieurs peuples. Par exemple, il y a les Magyars d'un côté, les Tatars de l'autre, dans le sud. Il y a beaucoup de peuples d'origine roumaine qui sont sur l'ouest, qui sont très évidents. On voit bien que le physique ukrainien, c'est pas les blonds aux yeux bleus.
contrairement à la fausse idée reçue. C'est des brins qui ressemblent beaucoup à soit des Russes d'un côté ou soit des Moldaves, des Roumains et des Bulgares. Donc c'est un peu une melting pot. Il y a plusieurs peuples comme ça qu'ils ont constitués, qu'ils ont appelé l'Ukraine, qui était un État-nation qui a été rétabli en 91 après la chute de l'Union soviétique. Mais c'est un État-nation dont l'Est essentiellement, et ce qu'ils appellent les russophones, sont des Russes. Ils sont pas russophones, ils sont russes. On dit russophone ici pour faire croire qu'ils parlent que le russe, mais ils sont d'origine russe, indiscutablement, et qui pendant 8 ans ont été bombardés par les néo-nazis. Ils ont existé, ceux-là on les connaît, que ce soit la brigade Azov et d'autres brigades, et qui se revendiquent de Hitler. Il n'y a aucun problème parce que l'histoire est très longue. Mais je rentrerai pas dans le détail, mais en substance, effectivement, c'est un melting de peuple. La seule chose qu'il fallait retenir dans l'histoire, c'est que l'Ukraine est la conséquence, parce que les Russes, ça fait longtemps qu'ils commencent à pousser sur leurs frontières. Ils avaient déjà attaqué la Géorgie, ils avaient déjà attaqué l'Arménie. Il y a eu plusieurs interventions, récemment encore avec le Haut-Karabakh, mais plus encore avec le Kazakhstan, où il y a l'intervention des Russes. Hein. Donc, ils sont toujours intervenus pour garantir la sécurité aux frontières. Et sur l'Ukraine, c'est un problème plus profond parce que les Ukrainiens, on leur a fait croire qu'ils pouvaient faire face aux Russes, qui est un mensonge. Et surtout, on leur a fait croire qu'ils rentreraient en Europe, à l'OTAN. Enfin, tout ça, c'est du baratin. Et on les a poussés à la faute. Ils ont été radicaux. Ils ont interdit les Russes, qui a déclenché littéralement le feu. Et donc, aujourd'hui, la question ukrainienne, c'est pas une question russo-ukrainienne. C'est beaucoup plus vaste que ça. C'est une question de confrontation entre le bloc occidental emmené par l'Amérique et l'OTAN et le bloc oriental emmené par les Russes et toutes les anciennes républiques soviétiques qui sont proches des Russes. Et la fracture s'est faite sur un moment que les Américains n'attendaient pas. C'est au moment de la condamnation de l'ONU, à l'ONU, ils espéraient condamner la Russie et la boycotter, ce qu'ils ne peuvent pas faire, parce que la Russie, ça pèse très lourd en économie. Et ils se sont rendus compte que les 3/4 de l'humanité, les 3/4, hein, j'ai bien dit les 3/4, à part le bloc occidental, le Japon qui est contrôlé par les Américains, sont toujours sous colonisation américaine, quelques pays sous contrôle américain, sinon aucun pays du Sud n'a sanctionné la Russie. Aucun pays du Sud n'a fait un boycott contre la Russie. Aucun pays du Sud n'est d'accord, à telle enseigne que même en Europe, des pays ne sont pas d'accord. Donc, jusqu'à la Turquie d'ailleurs. Donc, la question ukrainienne a créé une zone de fracture monumentale qui fait que même la Chine refuse de condamner la Russie et lui a facilité la relation économique. Donc, aujourd'hui, le monde a basculé à l'Est. Il y a une sorte de rétablissement des pays de l'Est avec une alliance russo-chinoise qui n'a jamais existé à l'époque. Et aujourd'hui, eh bien, les Ukrainiens ont juste mis la focale sur cette fracture qui est revenue. La guerre froide est de retour. Il y a une bagarre en Afrique qui est en train de se mettre entre les Russes et les Américains, les Chinois et les Américains. Et c'est bien les Américains qui sont à la manœuvre parce qu'ils sont planqués tranquillement dans leur grand îlot au large et ils laissent la guerre en Europe comme toujours. Donc c'est ça qu'il faut se poser comme question, c'est quels sont les intérêts des Américains. C'est évident, ils veulent se répartir le monde. Ils ont perdu leur toute puissance. C'est plus un monde monopolaire ou unipolaire, c'est un monde multipolaire qui se rétablit avec un retour de ce qu'on appelle la guerre froide, en gros, un équilibre de la terreur qui se remet en place. Bon, bah, je pense que t'as été précis, hein. Qu'est-ce qu'il a dit, notre ami Fab? Totalement. Svoboda. Je sais que c'est Svoboda. Je connais pas. Ah, c'est russe. Il parle russe? Oui, il parle russe comme je parle roumain aussi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mais cette manipulation que font l'Occident pour qu'on ait pitié, même si c'est malheureux la guerre. Ah, ben, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, ce que tu disais. Ah, ben, tout à fait. Non, mais il faut être très clair, hein. Autant, moi, je suis pas pro-russe, hein. On va pas se raconter l'histoire. Je ne vais pas non plus délirer. Les Russes ont fait beaucoup de mal en Tchétchénie, il faut l'oublier quand même. Les Russes ont laissé crever Kadhafi. Je n'oublie pas non plus. Donc, ils essaient de se rattraper avec l'Éthiopie, 2-3 pays comme ça, mais dans tous les cas de figure, je suis pas pro-russe. Par contre, je suis objectif. Lorsqu'on cherche à insulter et humilier une nation aussi puissante que la Russie, on a le résultat qu'on a aujourd'hui. Les Russes utilisent la force à chaque fois qu'ils ont un problème. C'est connu, c'est traditionnel chez eux. Les Américains utilisent la force aussi tout le temps dès qu'ils ont un problème. Bon, lui, ils ont quand même mis à feu et à sang le Moyen-Orient et une partie d'Afrique. Donc, il faut pas être pro-russe pour dire que les Américains sont des vermines. Il faut dire que d'un côté, les Russes défendent leurs intérêts comme les Américains par la violence. Mais il faut jamais oublier une chose, et c'est là où on doit toujours être objectif. De tous les criminels qui poussent à la guerre, et les dirigeants sont des criminels, il n'y a pas de problème, parce qu'ils sont pas concernés par la guerre. Ce sont les peuples qui souffrent. Que ce soit les Ukrainiens russophones ou ukrainiens qui ne sont pas russophones, qui sont ukrainiens ukrainophones, on dira, eh bien, quoi qu'il en soit, ce sont des gens qui sont victimes de la barbarie. Et cela, il faut être compatissant avec eux. Il faut toujours avoir un regard bienveillant vis-à-vis de ces peuples qui prennent des bombes. Mettez-vous une minute à leur place. Quand on sort de chez soi et qu'on a peur de ne pas pouvoir rentrer vivant, ça, c'est un enfer, c'est un traumatisant. Chaque jour, le peuple ukrainien a cette peur dans la tête. Dans certaines régions, pas partout. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut jamais perdre de vue. Les peuples sont toujours les victimes de la barbarie des guerres et il faut toujours se dire qu'on doit être solidaire des peuples, quoi qu'il arrive, et espérer le plus vite possible que ce dingo de Zelensky
négocier avec les Russes pour arrêter cette guerre, une bonne fois pour toutes, et qu'on en sorte. Parce que c'est intolérable de voir que les gens meurent gratuitement comme ça, tout comme au Yémen, je le rappelle quand même. Les Yéménites, c'est non seulement une guerre atroce, mais en plus, on les fait mourir de faim. Aujourd'hui, les enfants meurent de faim tous les jours. Donc tout ça, il faut en finir. La guerre, c'est la pire des options et la pire des tragédies que l'humanité puisse traverser. Ouais, merci à toi. Hein. Merci. Il y a Ben aussi qui a dit, je te laisse, allez, bonne soirée à vous, prenez soin de vous. Merci à toi d'avoir écouté. Merci Gamal d'avoir pris le temps, hein, et de faire des détours pour revenir, et d'être même par la fin d'être parti sur le délire de Fab, sur la guerre. Et il a dit totalement vrai. Et c'est important aussi mais la guerre est un business. Ah, mais si on écoute Fab, on est là jusqu'à minuit. Oui, c'est un business. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, effectivement. Bon, ce sera peut-être le sujet d'un prochain live, hein, sur la guerre et cette stratégie. Merci beaucoup, passionnant. Bah ouais, quand il y a Gamal, hein, toujours ça dépoussière, ça dépoussière. Merci Gamal, c'est une belle soirée Merci. et peut-être à très bientôt pour un sujet ou autre. En tout cas, t'es le bienvenu, tu viens quand tu veux. Avec plaisir. Bonne Merci soirée. Gamal. Allez, bonne soirée à toi. Bye bye. Alors, les autres. Merci à vous, merci à vous. Attendez, je dis au revoir. Merci beaucoup. Allez, je vous souhaite à tous une belle soirée. Hein. Merci pour ce live un jeudi soir. Ce sera maintenant le jeudi et le dimanche parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir des lives en semaine. Et le dimanche, c'est plus tranquille pour la vie de famille et faire vos activités. Donc dimanche 21h, ce sera sur l'adoption. J'aurai une écrivaine qui a été adoptée et qui a réalisé un livre et qui nous expliquera un peu les détours de l'adoption et le trauma que ça peut engendrer. Il y aura aussi la team éduc, hein, nous les éducs, on a beaucoup aussi d'enfants adoptés et d'expliquer tout cela. Voilà, je vous dis à dimanche. Passez une bonne soirée et à très vite. Allez, peace.